d'autres personnages. Donc, dans le récit, il y a deux narrateurs. Il y a d'abord le narrateur omniscient, qui raconte le présent. Oui. C'est le narrateur omniscient, dont on dit narrateur Dieu, celui qui est un narrateur hors texte, donc qui parle du présent. Et à chaque fois que le passé est ressassé, c'est Cornelia qui parle. Puisque ce voyage n'est qu'un prétexte pour Cornelia pour parler donc à sa petite fille de l'installation de ses ancêtres en Australie. Par quelles circonstances ces ancêtres sont venus donc de l'Angleterre, de ce qu'on appelle le Sussex anglais, pour venir s'installer dans l'outback australien. Oui, donc il y a ces deux narrations qui se superposent, ce qui fait de ce roman véritablement un roman polyphonique où il y a donc ces deux voies narratives qui vont se succéder, qui vont s'alterner jusqu'à la fin du récit. Alors, ce voyage que vous évoquez là tantôt, il y a un moment, c'est en fait le voyage de la grand-mère accompagnée par sa petite fille, qui donc devient ainsi une sorte de voyage initiatique. Très bien. C'est un voyage initiatique, surtout pour la petite fille Sophie. Puisque Sophie, quand elle est revenue en Australie, elle était venue pour venir participer véritablement à la liquidation de la société pour retourner en Angleterre. Mais sa grand-mère ne voyait pas les choses ainsi. C'est pourquoi elle l'entraîne dans ce voyage. Elle espérait qu'à l'issue de ce voyage, sa petite fille va changer d'avis. En réalité, c'est un pèlerinage pour la grand-mère, mais c'est un voyage initiatique pour la petite fille. Et au fur et à mesure qu'elles avancent dans leur périple, elles découvrent les sacrifices consentis par les différents membres de la famille, donc les circonstances dans lesquelles ils se sont installés donc, en Australie, les obstacles qu'ils ont eu à affronter pour créer cette société qui est devenue le plus grand domaine donc, viticole d'Australie. Alors, est-ce qu'on peut parler là de roman historique et dans quelle mesure aussi, est-ce que c'est un roman australien vraiment? Parce que il y a les autochtones, les aborigènes, et qui sont vraiment les vrais habitants de l'Australie. Oui, roman historique, puisque si on essaie un peu de voir les caractéristiques de ce genre, un roman historique, quand il présente des personnages donc, historiques, dont l'authenticité est attestée par l'histoire, mais un roman est historique aussi quand le roman fait revisiter donc, des événements du passé. Et dans ce sens-là, ce roman est historique, puisque non seulement le roman raconte l'histoire d'une famille qui existe donc dans la réalité, mais c'est une histoire qui se base sur des événements historiques attestés, qui montre comment donc des prisonniers, comment des colons frustes ont été amenés en Australie dans cette terre nouvellement conquise pour installer une nouvelle colonie qui quelques siècles va devenir l'un des pays les plus prospères du monde. Donc dans ce sens-là, c'est un roman historique. C'est un roman australien aussi. Un roman australien parce que c'est un hymne à l'Australie. Donc, hymne au paysage de l'Australie, hymne à la nature australienne, mais aussi hymne au peuple aborigène. Puisque n'oubliez pas que le peuple aborigène, c'est le peuple indigène d'Australie. Et ce roman, malgré le fait qu'il a été écrit par une femme blanche, c'est un roman aussi qui laisse une grande place au peuple aborigène. Donc, ses croyances traditionnelles, les mythes aborigènes, ils sont magnifiés. Donc, en quelque sorte, c'est un roman qui chante la beauté donc, de l'Australie, une beauté donc, qui est matérialisée par le paysage, par la nature, mais aussi par la simplicité de ces hommes comme les aborigènes. Oui. Alors, le titre de l'héritière, c'est la petite fille qui est l'héritière? L'héritière de Jacaranda, en fait, Cornelia peut être considérée comme une héritière, puisqu'elle est d'abord la détentrice de la mémoire familiale, mais elle veut léguer cette mémoire à une deuxième héritière, qui est donc Sophie, qui est en sorte l'héritière de Jacaranda. Voilà. Je vous remercie, Serigne Sey, d'être venu vous enseigner à Toubatoul. Oui. Nous sommes très touchés chaque fois que des gens se déplacent pour venir nous tenir compagnie et puis participer à cette émission. Okay. Vraiment, les remerciements de la 2STV. Okay, alors, je passe à la deuxième note de lecture. Là, nous allons parler avec un livre écrit par Ousmane Oumar Kane. Alors, il est en anglais, vous avez travaillé là-dessus en français. Alors, c'est les intellectuels non européens, n'est-ce pas? Alors, celui qui va nous en parler, c'est Pape Chérif Bertrand Bassène, qui est enseignant et chercheur. Oui, alors, effectivement. Et donc, l'auteur, il enseigne à Columbia en ce moment. Oui, alors, il était à Columbia, oui, désormais il est à Harvard Divinity School.
Voilà. C'est là où il est désormais. Donc, Très bien, il fait partie c'est une université de renommée. Voilà. Quand on entend Harvard, c'est déjà quelque chose. Oui. Oui. Alors, il fait partie des universitaires qui enseignent à... Exactement, à l'extérieur. À l'extérieur, aux États-Unis. Ça, c'est intéressant que vous releviez ce point. Oui. Permettez-moi de vous arrêter. Vous dites qu'il fait partie des universitaires qui enseignent à l'extérieur, mais qui sont souvent convoqués par une institution comme le CODES-RIA pour venir produire quelque chose. Très bien. Et d'ailleurs, tout récemment, il y a un programme du CODES-RIA qui fait appel à ces jeunes doctorants ou docteurs qui sont là-bas, de manière à les inviter à venir transmettre ce qu'ils ont puisé ici, qu'ils ont amené. Très bien. Et merci pour la parenthèse. Voilà. Alors, ce livre, c'est un document de travail. Hein, il Oui. le présente ainsi. Hein, Oui. Il dit que Ousmane Oumar Kane, c'est un document de travail. Alors, quel intérêt, quel est son intérêt, et puis quels sont les axes de réflexion? Effectivement, merci pour cette question. Alors, son intérêt, bon, il est immense, je veux dire, c'est très dense ce livre-là. Mais d'abord, savoir que l'intellectuel, c'est pas parce qu'on ne parle pas de langue européenne qu'on n'est pas intellectuel. Ça, c'est important. Effectivement, vous l'avez lu. Et donc, servir de base à un groupe panafricain, c'est ça qu'il dit, pour que le CODES-RIA, que je viens de citer, puisse former un groupe de réflexion panafricain et qui s'intéresse à ce qu'il appelle les intellectuels non europhones. Donc, autrement dit, ceux qui ne sont pas allés à l'école ou exclusivement allés à l'école francophone et les universités francophones. Mais ça veut dire ici mettre l'accent sur les lettrés islamo, je veux dire, voilà, intellectuels, si j'ose dire. Je ne sais pas si j'invente quelque chose là, mais mettre l'accent sur ces gens-là qui ont aussi produit une connaissance ici en Afrique. Et puis, qui ont joué dans l'histoire une responsabilité sociétale. Parce que on peut bien imaginer que, bon, là j'interprète, des chefs maraboutiques comme ceux qu'on a aujourd'hui au Sénégal, on peut bien imaginer que derrière ceux qui les suivent, il y a une production intellectuelle et qu'ils jouent quelque chose dans cette société. Évidemment, bien voilà sûr. quelque chose qu'il dit. Ça existe, oui. 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 Alors, le titre intellectuel non europhone, alors finalement, est-ce un concept alors? Oui, Hein? effectivement. Peut-on considérer ça comme un concept? Et quel en serait son contenu vraiment réel? C'est ça. C'est vrai que voilà, donc souvent. Parce que vous savez, même pour la philosophie, Oui. on dit que la philosophie, par exemple, des gens comme Kouachi Barman, Damakona sont considérés comme des philosophes. Effectivement. Et ils ne s'expriment pas dans... Vous parlez de français, pas seulement français, l'anglais, toutes ces langues européennes, c'est-à-dire nos langues aussi, notre culture, ils ont leur savoir. Exactement, exactement. Alors, je donne un exemple. Donc là, vous citez Kouachi Barman. J'ai souvent dit, quand aujourd'hui, il y a un livre qui parlait tout à l'heure de la société civile. Je dis souvent, quand on regarde souvent nos marabouts, là, je ne suis pas en train de définir le concept, comme effectivement c'est un concept. Quand on regarde encore nos marabouts, les grandes familles maraboutiques, quand on regarde ceux qui les suivent, je l'ai déjà dit, quand on regarde ce qu'ils ont produit et le message qu'ils traduisent, et le rôle de régulation qu'ils jouent dans leur société africaine, quand on regarde ça, c'est-à-dire il est possible derrière d'avoir une écriture, si on fait la recherche, de voir sur quoi ils se fondent pour traduire un tel message. Parce qu'ils ne se lèvent pas comme ça, parce qu'ils ont lu le Coran, qu'ils ont cette inspiration divine qui leur permette de dire ou de tenir des messages durant les gamous. C'est parce qu'ils ont pris le temps de réfléchir. Et donc ce concept-là de non-europhone englobe des gens aussi singuliers comme les familles Niassène. Ils ne le citent pas, je dis bien, ou des gens comme Rawan Bay, Amar Samb dans les universités, qui un jour ou l'autre se sont intéressés à la manière dont nos ancêtres, selon peut-être le rapport dans l'histoire coloniale, ont produit une connaissance qu'on ne connaît pas. Je donne un exemple en tant qu'historien. Quand je faisais de la recherche sur l'histoire de la Casamance, j'ai trouvé Alpha Molo Baldé, il exigeait une traduction des traités coloniaux dans une langue qui ne tote pas que le français. Donc, cette langue-là, moi, je crois que c'était arabe. Et un jour, j'ai lu un livre d'Ibrahim Tchoub, qui est aujourd'hui recteur de l'université, qui parlait des sources de l'oralité, et il a parlé d'Adjami. C'est ma première fois de savoir que c'est de l'Adjami, effectivement. Donc, c'est cette production qui intéresse ici notre auteur Ousmane Kane. Et puis, tout ce qui tourne autour de cette production intellectuelle permet à donner la démonstration de cette notion, d'abord quand on le voit comme ça, mais qui est en fait un concept. Oui. Alors, ce que vous dites là, Bassène, intellectuel non européen, intellectuel européen, ces concepts, pourraient-ils s'opposer? Pourrait-on les opposer? Alors, c'est ce qu'il refuse. Jusque-là, quand on regarde bien la production intellectuelle et même les champs de recherche, les cadres de recherche qu'on propose aux étudiants,
le fait même d'ignorer que des gens dans le passé ont produit dans une langue autre qu'occidentale. Oui. Quand on l'ignore, c'est qu'on les oppose déjà. Mais le fait que des gens conseillent à ce qu'on fasse des recherches sur ces personnes-là, sur cette bibliothèque islamique, c'est une façon de réduire les barrières, de réduire cette barrière et de permettre aux jeunes intellectuels africains qui, voilà, aujourd'hui sont très nombreux dans notre université et qui ignorent qu'il existe une telle production intellectuelle, et merci au Codesria qui le fait merveilleusement. Je ne dis pas que nos intellectuels à l'université ne font rien. Je dis encore une fois, il y a des gens qui nous donnent les moyens de faire ces recherches-là. Et donc, la production qu'ils proposent aujourd'hui comme Ousmane Kane, c'est de réduire ce gap. Et donc, d'apporter une certaine complémentarité. C'est que si on veut voir l'histoire de l'Afrique, qu'on ne s'arrête pas au seul fait que la source occidentale et coloniale, qui est encore très récente, est peut-être meilleure ou suffit à écrire l'histoire de l'Afrique. Il faut chercher aussi dans cette bibliothèque islamique. Oui, d'où le truc de l'opportunité, l'importance de la bibliothèque coloniale de nos Exactement. N'est-ce pas? Et oui, et puis voilà, la bibliothèque coloniale des Moudimbe nous ont sorti cette notion, et qui, eux, ils ont été formés, l'auteur le spécifie exactement, ils ont été formés dans des universités, d'abord, tradition chrétienne, donc européenne. Et donc, quand ils ont produit une connaissance sur la bibliothèque coloniale qui, quelque part, essaie de faire l'épistémologie sur la production intellectuelle en Afrique, se sont limités à ce que le colonisateur a organisé. Dès lors, Ousmane Kane nous permet de dire non, on peut relancer cette recherche et l'enrichir, et c'est ce que ce livre-là apporte. Oui. Alors, pour terminer, Bertrand, quelle suite donner à ce travail de Ousmane Oumar Kane? Parce qu'il suggère évidemment des axes de recherche. Il a fait un travail, il veut que ce travail soit poursuivi, approfondi. Alors, oui, quelle suite? Moi, j'aimerais bien qu'on pose cette question à l'équipe d'Ibrahima Sall du Codesria, eux qui l'ont permis. Mais bon, je ne serais pas honnête si je vous dis qu'il n'y a pas une suite. On a fait, vous et moi ici, Sadakan. Je dis c'est une suite sur les savants. L'encre des savants, c'est une suite, parce que ce livre-là précède celui-là. Donc, l'encre des savants, c'est un écrit philosophique qui se base largement de ce que Ousmane Kane nous dit ici. De Souleymane Bachir Diagne. Exactement. Donc, il y a une suite. Et puis, je peux aussi citer une production très, très récente pour laquelle, je lance le défi aux gens du Codesria de venir le présenter avec vous. C'est Tombouctou, sur la possibilité d'écrire une histoire à travers... Voilà ce que ces anciens-là qui ont créé dans l'Adjami ou l'arabe ont pu produire et laisser. Donc voilà les pistes de recherche qu'il a lancées et qui, heureusement, aujourd'hui, on trouve qu'il y a des productions qui sont là, mais je ne dis pas que ça suffit. Il y a possibilité de les continuer et puis voilà. Donc en fait, c'est un ouvrage qui veut qu'on valorise ce que les gens ont produit intellectuellement avant que les Européens ne soient là. Exact. Et cela existe. Et cela évidemment, existe. bien sûr que ça existe. Et à mon avis, même, je veux dire, voilà, on connaît aujourd'hui le Bilal al-Soudan, etc. C'est les premières productions, mais avant cela, au Mali, on a trouvé que, voilà, sous l'empire du Mali, et puis dans l'ancien Ghana, etc., il y a eu beaucoup en contact, et l'arrivée de l'islam a autorisé, ou même a permis à ce que des gens qui ont pu acquérir cette connaissance intellectuelle, ou même l'écrit arabe, puissent produire quelque chose dans leur langue, à travers ce qu'on appelle la Djami exactement, et à travers ça, on peut trouver ce que l'Afrique a réellement produit, pour l'universalité en fait. Voilà. Merci Pape Chérif Bertrand Bassel d'être venu nous parler de ce livre intellectuel non europhone. Alors, nous passons à la dernière partie de ces présentations de notre lecture. C'est avec, cette fois-ci, nous allons parler d'islam avec Ousmane Abdoulaye Baro. Alors vous êtes étudiant, chercheur, chercheur en sciences politiques. Alors, le livre dont vous nous parlez s'appelle Réformer l'islam, avec un point d'interrogation. L'auteur, c'est un Marocain, réformiste forcément, pour écrire ça. On pourrait le dire même s'il ne se présente pas comme ça. Ah oui. Le livre est un compte rendu à mon sens qui présente une dizaine d'auteurs qui s'expriment aussi bien en français, en arabe et en anglais. Oui. Et qui se propose d'aller au-delà de ce qu'une première génération de réformistes ont produit, en interpellant la conscience religieuse, aussi bien les ulémas, les islamistes surtout, mais également le musulman ordinaire, en l'interpellant un peu sur la manière de vivre dans la modernité. Oui. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que les sociétés musulmanes ont
ont subi, on pourrait le dire ainsi, une certaine entrée forcée dans la modernité à travers la colonisation. Certains même parlent de néocolonialisme. Aujourd'hui, soit il y a une attitude de repli par rapport à cela, ou bien une autre attitude qui consiste à adhérer de manière totale à cela. Et cela, pour eux, ce n'est pas la bonne solution. Il faut penser cela avant de proposer quoi que ce soit, comme le font par exemple les islamistes. Alors, ce livre-là...